Allez, bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'or qui reste l'un des placements, il faut le rappeler, les plus performants de cette année, encore une fois. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Duplessis, gérant thématique chez CPR-AM. Le métal précieux qui gagne, je donne les chiffres quand même, près de 30% depuis le début de l'année, on navigue autour des 3 400 $ l'once. Si on prend un peu de recul, le cycle haussier, on est quasiment, ça fait 10 ans qu'on est en hausse sur l'or, même s'il y a eu des vagues évidemment. Mais oui. Effectivement, le grand cycle haussier dans lequel nous sommes aujourd'hui a démarré en 2016, quand les cours de l'or étaient aux alentours de 2050. Donc oui, ils ont été plus que triplés en fait depuis. Et c'est intéressant parce que si on revient un tout petit peu dans le passé, on a connu deux grands cycles décennaux en fait de la même ampleur préalablement, c'est-à-dire celui qui avait démarré au début des années 70 avec la fin des accords de Bretton Woods jusqu'en 1980. Les cours de l'or étaient passés de 35 $ à l'époque à 850 $. 1980, c'était la guerre entre l'Iran et l'Irak, c'était l'invasion de l'Afghanistan par l'ex-URSS, c'était les chocs pétroliers, etc. Et le deuxième grand cycle haussier, c'était à partir de 2000 jusqu'en 2010-2011. Là, ça a été finalement le super cycle chinois qui avait impacté positivement l'ensemble des matières premières. On était passé de 250 à 1900. En fait, environ. Donc vous voyez, si l'histoire se répète, on serait dans un nouveau grand cycle décennal, en fait, qui pourrait peut-être culminer. Il peut se poursuivre parce qu'on se dit, voilà, un cycle de 10 ans, même si historiquement... Ce serait 2026-2027, quoi. Souvent, c'est des cycles de 10-11 ans. Vous savez, l'or, ce sont des cycles assez longs, au contraire des marchés d'actions qui peuvent être beaucoup plus volatiles, finalement. Mais on serait peut-être en fin de cycle haussier sur l'or ? Alors, ça dépend si on va jusqu'en 2026-2027. Oui, enfin voilà, on serait peut-être à la fin d'un cycle qui a duré plus de 10 ans. Tout à fait. Maintenant, je pense qu'il faut réfléchir aux éléments qui ont pu soutenir finalement ce cycle haussier. On a beaucoup parlé des banques centrales qui ont acheté plus de 1000 tonnes d'or à la fois par an, en fait, à la fois en 2022, 2023 et 2024, c'est-à-dire le double de ce qu'elles avaient l'habitude d'acheter. C'est-à-dire les banques centrales émergentes ont la volonté de diversifier leurs réserves de change, qui sont encore très majoritairement investies en dollars américains. Elles sont inquiètes quant au niveau d'endettement. On parle de quelle banque centrale pour le coup là, pardon, je vous coupe, mais c'est juste, on parle quoi, de la BCE, de la Fed, des banques centrales asiatiques, émergentes On parle vraiment des banques centrales émergentes, parmi elles la Chine. Surtout, c'est que la Chine est le premier producteur d'or. Donc non seulement ils conservent tout l'or qu'ils produisent, mais ils achètent énormément sur les marchés internationaux. Mais ce n'est pas seulement en fait la Banque de Chine. La Banque centrale russe a été aussi très acheteuse d'or, mais pour des raisons qu'on peut comprendre en fait, puisque l'or reste aussi une devise finalement, une monnaie de référence. Donc, étant donné les sanctions dont fait l'objet la Russie aujourd'hui, l'or est un moyen pour eux de faire tourner leur économie. Donc il y a cette volonté voilà, aussi de se dédollariser de la part de ces banques centrales essentiellement asiatiques, on va dire, mais pas seulement. Non, c'est est européenne, parce que le Kazakhstan, alors on peut considérer que le Kazakhstan est en Asie évidemment, mais je dirais que c'est vraiment l'ensemble des banques émergentes dans le monde en fait qui ont été très très acheteuses en fait. Et au global, c'est 20% ça de leurs réserves de change qui sont en or. Aujourd'hui, les réserves de change des banques centrales, mais là, dans leur globalité, ça représente à peu près 20%, c'est-à-dire que ça a doublé grosso modo sur les 10-15 dernières années. C'est le niveau le plus élevé depuis 30 ans, mais on est encore très loin finalement des niveaux records qu'on avait pu observer dans le passé. Donc il reste quand même un potentiel, et la plupart des banques centrales ont exprimé récemment leur volonté de continuer de renforcer leurs réserves d'or ces prochains mois, ces prochaines années. Donc l'un des gros moteurs qui explique la hausse de l'or de ces dernières années, ce sont les achats d'or par certaines banques centrales. Alors il y a toujours ces achats des banques centrales qui vont très probablement continuer. Et à ça s'ajoutent maintenant les investisseurs qui avaient déserté le marché jusqu'au milieu en fait, de l'année dernière. Vous savez, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt réels, les investisseurs se sont plutôt dessaisis de leur exposition sur l'or et ne sont revenus qu'à compter en fait, du milieu de l'année dernière et ont très nettement accéléré depuis le début de l'année. Évidemment, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et toutes les incertitudes liées à son retour à la Maison-Blanche, tout ça a alimenté, je dirais, un regain d'intérêt supplémentaire, je dirais, pour le marché de l'or. Donc retour des investisseurs, banques centrales qui sont toujours aussi présentes, géopolitique qui est favorable aussi à l'or, même si le métal jaune ne s'est pas envolé avec le conflit entre l'Iran et Israël. Alors,
pour le moment. On a atteint un record à 3 500 $ le lundi de Pâques, donc ça fait maintenant quelques semaines. Depuis, je dirais, le marché consolide un petit peu. Alors, on a observé un petit regain d'intérêt là sur le dollar américain, surtout avec la décision de la Fed de reporter une fois de plus, en fait, sa décision de baisser ses taux d'intérêt. Donc ça a entraîné un petit peu de consolidation sur le marché de l'or. Mais effectivement, comme vous le dites, jusqu'à maintenant, puisque les incertitudes géopolitiques, surtout pour ce qui concerne le conflit entre Israël et l'Iran, savoir est-ce que les États-Unis vont s'engager ou pas dans son conflit, tout ça, je dirais, constitue des éléments qui peuvent inciter les investisseurs à rester exposés quand même sur cette classe d'actifs. Ouais, sachant que avec l'or, on aurait pu en parler pour les investisseurs ou aussi pour les banques centrales, mais il n'y a pas de risque de crédit ou de risque de défaut pour un investisseur avec l'or. On s'inquiète en ce moment, à juste titre, aux États-Unis, en Europe, de l'évolution des dettes publiques qui sont au plus haut. Là, c'est un risque qu'on élimine. Effectivement, on dit que l'or n'est la dette de personne. C'est vrai que dans un environnement, dans un contexte d'endettement excessif des pays occidentaux, c'est d'ailleurs une des raisons finalement du renforcement de leur exposition à l'or des banques centrales émergentes qui sont inquiètes par rapport à ce risque d'endettement excessif aux États-Unis, au Japon. On a parlé quand même un peu du problème de surendettement en fait du Japon aujourd'hui. Et effectivement, au contraire d'une monnaie, on ne peut pas faire tourner la planche à billets, je dirais, sur l'or comme on peut le faire sur d'autres monnaies. Donc il n'y a pas de risque de dévaluation et surtout, effectivement, comme vous l'avez dit justement, il n'y a pas de risque de défaut. On parle de l'or, on pourrait aussi parler, Arnaud, des mines d'or qui, pour le coup, ont largement surperformé depuis le début de l'année les performances du sous-jacent, du métal précieux. C'est un changement de tendance, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est 50% de hausse pour les mines en moyenne. Hein. Alors, exactement, je dirais enfin, les mines se réveillent en fait par rapport à l'or. Ça fait depuis le début de l'année, leur performance a été grosso modo le double de celle de l'or physique. C'est ce qu'on a souvent observé d'ailleurs dans le passé, donc le fameux effet de levier qu'on peut observer sur les mines d'or. Mais en dépit finalement de cette hausse assez impressionnante, en dollars américains à la date d'hier ou d'avant-hier, on était en hausse de presque 60% en fait sur les mines d'or depuis le début de l'année. Ça fait à peu près 45-46% en euros, mais pour autant, elles n'ont toujours pas recouvré leur record de septembre 2011. Et en septembre 2011, les cours de l'or étaient à 1900. Aujourd'hui, on est à 3350. Donc on se dit qu'il y a encore du potentiel. Donc il y a encore un potentiel, c'est-à-dire en dépit de la hausse, leur valorisation reste très basse. Le marché semble avoir un petit peu oublié finalement cette classe d'actifs, parce que même si les coûts d'exploitation ont très fortement augmenté ces 5 dernières années, de presque 50%, la hausse des cours de l'or a été telle que leurs marges d'exploitation ont doublé. Donc vous voyez, donc le marché n'a pas pris complètement en considération cette amélioration des marges et on le voit dans les multiples de valorisation qui restent proches de leur point bas historique aujourd'hui. Après, il faut se mettre à la place aussi, on finit là-dessus, Arnaud, de l'investisseur, de l'épargnant européen qui, lui, n'achète pas de l'or en dollars mais en euros. Et la baisse du dollar depuis le début de l'année, c'est pas, pardon de dire comme ça, c'est pas top pour l'épargnant. Disons que ça a grévé la performance pour un investisseur en euros de presque 15% quand même depuis le début de l'année. Mais heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les cours de l'or libellés en euros sont entre 15-17% en fait depuis le début de l'année. Les mines d'or sont en hausse entre 40 et 45%. Ça reste appréciable. Donc il reste quand même une performance tout à fait honorable, je dirais. Donc ça reste aujourd'hui une brique incontournable d'un portefeuille bien diversifié pour un épargnant. On peut mettre de la dette privée, des actions, de l'immobilier, il y a plein de choses, mais il faut qu'il y ait une brique en or aussi. L'intérêt surtout de cette classe d'actifs, c'est qu'elle est très décorrélée par rapport aux autres. En fait, autrement dit, ça apporte une réelle diversification dans un portefeuille. Et souvent, je dirais, l'or a tendance à mieux se comporter dans des périodes d'incertitude. Donc on est content, je dirais, dans cette période, d'avoir au moins une classe d'actifs qui se dénote, qui se démarque positivement moteur de performance par rapport aux autres. Et cette année, ça a été quand même très très marquant. Quand on voit la performance du marché américain, par exemple, avoir de l'or a été un réel atout dans une allocation diversifiée. Allez, merci beaucoup. Explication signée Arnaud Duplessis, gérant thématique chez CPRM. Merci. Merci David. Et Megatrend revient très vite ici chez vous sur Boursorama.